Et si je vous disais que certains des secrets de jardinage les plus puissants au monde ne se trouvent pas dans des sacs à 40 $ dans les jardineries? Ils sont dans votre cuisine, votre jardin, votre tas de compost, votre armoire à pharmacie. La plupart des jardiniers l'ignorent, mais tandis que l'industrie des engrais fait la promotion de granulés hors de prix et de pulvérisation synthétique, il existe des astuces que les grands-mères et les agriculteurs utilisent depuis des siècles pour cultiver des aliments plus gros, plus sains et plus abondants que presque tout ce que l'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20. Restez avec moi, car le numéro 8 de cette liste est quelque chose dont le jardinage traditionnel ne vous parlera jamais, car il n'y a absolument aucun moyen de vous le vendre. Et le numéro 20 est utilisé par les propagateurs de plantes professionnelles du monde entier. Et elle provient directement d'une plante que vous avez probablement déjà sur le rebord de votre fenêtre. Abonnez-vous! Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent, d'accroître votre autonomie alimentaire et de renouer avec la sagesse ancestrale que ce monde industriel s'efforce de vous faire oublier. Entrons dans le vif du sujet. Première solution, le peroxyde d'hydrogène pour la récupération des racines. Commençons par quelque chose qui ressemble à de la chimie de lycée, mais qui fonctionne comme de l'alchimie ancestrale dans votre jardin. Peroxyde d'hydrogène. Le même flacon qui se trouve dans votre armoire de salle de bain pour les coupures et les éraflures. Voici quelque chose que la plupart des jardiniers ignorent. Les plantes respirent par leurs racines. Pas seulement des nutriments, mais de l'oxygène véritable. Lorsque le sol est gorgé d'eau, compacté ou touché par des moisissures en surface, les racines commencent à suffoquer. Ils se noient. Et une plante noyée ne pousse pas. Il meurt lentement. Pendant que vous vous demandez ce que vous faites de mal. C'est là qu'intervient une solution diluée de peroxyde d'hydrogène. Le principe scientifique est simple et élégant. Le H2O2, ou peroxyde d'hydrogène, se décompose en eau et en oxygène. Lorsqu'on applique une solution diluée sur un sol pauvre en nutriments, elle libère une grande quantité d'oxygène directement dans la zone racinaire. Cet oxygène aide les racines en difficulté à respirer à nouveau, combat les moisissures de surface qui prolifèrent dans des conditions stagnantes et peut donner aux semis et aux boutures une véritable seconde chance. L'usage traditionnel est connu des producteurs d'orchidées depuis des décennies. Les agriculteurs hydroponiques l'utilisent comme un outil standard et les agriculteurs traditionnels l'ont découvert de manière pratique. Ils savaient simplement qu'une petite quantité de ce remède pour les plaies fonctionnait pour les plantes malades de la même manière que pour les personnes malades. Voici comment l'utiliser correctement. Utilisez du peroxyde d'hydrogène à 3%. C'est un flacon standard de pharmacie. Diluez une part de peroxyde pour 10 parts d'eau. Arrosez vos plantes en difficulté avec ce mélange. Utilisez-le occasionnellement et non régulièrement, car une utilisation excessive endommagera les micro-organismes bénéfiques du sol et les racines elles-mêmes. Considérez cela comme un traitement d'urgence pour votre zone racinaire. Vous ne prenez pas d'antibiotiques tous les jours. On les utilise lorsqu'il y a un problème, et on arrête lorsque le problème est résolu. L'eau oxygénée a été oubliée dans le jardinage traditionnel, car personne ne peut vous en vendre une bouteille à 40 $. Mais il a discrètement fait ses preuves auprès des jardiniers qui savent qu'il est là, dans le placard, attendant qu'on se souvienne de son existence. Deuxième entrée. Spray à l'ail fait maison pour repousser les insectes. Depuis que les humains cultivent de la nourriture, quelque chose essaie de la manger. Pucerons, acariens, mouches blanches, ces minuscules armées capables de réduire une plante florissante à ses tiges nues avant même que vous ne remarquiez leur arrivée. Et depuis tout aussi longtemps, l'ail est la solution. La réputation médicinale de l'ail est ancestrale. Hippocrate le prescrivit. Les soldats romains en mangeaient pour se fortifier et se protéger.
et des cultures sur tous les continents l'ont utilisé pour lutter contre les infections pendant des milliers d'années. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les mêmes composés soufrés qui font de l'ail un puissant remède pour le corps humain sont véritablement toxiques et répulsifs pour les insectes à corps mou. L'alisone, le composé actif libéré lorsque l'ail est écrasé, est l'un des pesticides naturels les plus efficaces. Non seulement il repousse les insectes, mais il perturbe leur comportement alimentaire, modifie leur biologie et fait de vos plantes un endroit qu'ils ne veulent tout simplement pas approcher. Voici la préparation traditionnelle. Écrasez ou mixez plusieurs gousses d'ail frais dans de l'eau. Laissez infuser toute la nuit. Bien filtrer. Ajoutez une minuscule goutte de liquide vaisselle pour faciliter l'adhérence aux feuilles et versez le tout dans un flacon pulvérisateur. Appliquez-le tôt le matin ou tard le soir. Ne jamais exposer au soleil intense qui peut brûler les feuilles et concentrez l'attention sur le dessous des feuilles où se cachent les pucerons et les acariens. Si vous travaillez avec des plantes délicates, faites d'abord un essai sur une petite surface. Réappliquez après la pluie. L'industrie agricole à grande échelle préférerait vous vendre des bouteilles de pesticides de synthèse avec des étiquettes d'avertissement et des exigences en matière d'équipement de protection. Mais votre arrière-arrière-grand-mère, elle, cultivait de l'ail dans et autour de tous ses parterres de jardin. Pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour se protéger. Le spray à l'ail est gratuit, c'est sûr, et ça fonctionne. C'est le système de sécurité dont votre jardin ignorait l'absence. Troisième entrée. L'eau de pelure d'oignon comme tonique végétal doux. Celle-ci provient directement de ce genre de sagesse qui vivait autrefois dans chaque cuisine et qui a presque complètement disparu. Lorsque vous épluchez un oignon et jetez ses peaux extérieures papyracées à la poubelle, vous jetez un médicament pour vos plantes. La peau des oignons est riche en cortétine, un puissant antioxydant flavonoïde, ainsi qu'en oligo-éléments, potassium, calcium, fer et composés possédant de véritables propriétés antimicrobiennes. Des siècles de pratiques agricoles traditionnelles européennes consistaient à faire tremper les déchets végétaux dans l'eau et à utiliser le liquide obtenu pour fertiliser le jardin. Rien n'a été gaspillé. Chaque chose avait un but. L'eau de pelure d'oignon est l'une des versions les plus simples de cette pratique. Voici comment procéder. Récupérez les pelures d'oignons sèches, les couches extérieures papyracées et faites-les tremper dans l'eau pendant 12 à 24 heures. Vous souhaitez que l'eau prenne une couleur ambrée chaude, comme un thé très léger. Filtrez les pots et versez le liquide au pied de vos plantes. Cela ne remplacera pas les engrais. Là n'est pas la question. L'idée est de réintroduire des oligo-éléments dans le sol, de favoriser la vie microbienne qui met les nutriments à la disposition de vos plantes et de recycler quelque chose qui, autrement, finirait directement à la décharge. Les plantes réagissent à ce type de nutrition douce et régulière de la même manière que les humains réagissent à une bonne alimentation. Non pas une intervention spectaculaire, mais un soutien progressif et constant au fil du temps. Cette astuce a disparu du jardinage traditionnel dès l'instant où l'on a décidé que le jardinage devait se vendre en sachets et en bouteilles avec des chiffres précis imprimés dessus. Mais cette sagesse n'a jamais eu tort. Elle a tout simplement été noyée sous les effets du marketing. Entrée 4. Du marc de café pour nourrir la vie du sol. Voici une technique que la plupart des jardiniers connaissent, mais très peu de gens comprennent ce qui se passe réellement lorsqu'elle fonctionne. Le marc de café ne nourrit pas les plantes. Elles nourrissent la vie qui nourrit les plantes. Il s'agit d'une distinction cruciale. Le jardinage moderne nous a appris à penser en termes de nutriments, entrant dans les plantes et sortant de celles-ci. Mais le véritable moteur d'un jardin florissant, c'est l'écosystème invisible qui vit dans votre sol. Bactéries, champignons, vers, micro-arthropodes, toute une civilisation souterraine qui décompose la matière organique en formes exactes que vos plantes peuvent absorber.
Le marc de café est une source alimentaire de première qualité pour cette civilisation. Le sol est riche en azote, en carbone et en matière organique, soit exactement ce dont les microbes du sol ont besoin pour prospérer et se multiplier. Lorsque ces populations microbiennes explosent, elles accélèrent la décomposition, augmentent la disponibilité des nutriments et créent le type de sol riche, friable et vivant que les plantes adorent. Outre le fait de nourrir les microbes, le compostage améliore également la structure du sol. Ils permettent d'ameublir les sols compactés et d'améliorer le drainage. Les vers y sont particulièrement attirés. Et les vers de terre, comme tout jardinier sérieux le sait, valent plus que n'importe quel engrais du commerce. Voici comment les utiliser correctement. Saupoudrez légèrement le marc de café usagé dans le compost ou incorporez-le en petite quantité dans le sol autour des plantes avides d'azote, des légumes-feuilles, des tomates, des poivrons, du basilic et des herbes aromatiques. Le mot-clé est légèrement. Une trop grande quantité appliquée directement sur le sol peut former une croûte dense qui repousse l'eau et crée des problèmes. L'idéal est d'incorporer une fine couche de terre, environ 2,5 cm, à la couche supérieure ou de la composter au préalable. L'industrie du café produit chaque année des milliards de livres de marc de café. La majeure partie finit dans les décharges. Votre jardin pourrait en consommer une partie à la place. Entrée 5. L'eau de pelure de banane pour un apport en potassium. C'est le genre d'astuce qui semble tout droit sorti d'une invention de votre grand-mère. Ce n'est que lorsqu'on comprend pourquoi le potassium est l'un des nutriments les plus importants pour la floraison et la fructification des plantes que cela devient parfaitement logique. Les pelures de banane sont exceptionnellement riches en potassium. Il contient également du phosphore, du magnésium, du calcium et toute une gamme d'oligo-éléments. Le profil nutritionnel complet d'une peau de banane constitue essentiellement une liste des éléments dont les plantes à fruits ont le plus besoin durant leur phase de reproduction. Depuis des générations, les agriculteurs traditionnels d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est enterrent des peaux de banane près des arbres fruitiers et des plants de légumes. Et ils n'avaient pas les connaissances chimiques nécessaires pour expliquer pourquoi ça fonctionnait. Ils savaient simplement que c'était le cas. Voici la version simple et moderne. Coupez les pelures de banane en morceaux. Faites-les tremper dans l'eau pendant 1 à 2 jours. Filtrez le liquide et arrosez-en vos plantes en fructification et en floraison. Tomates, poivrons, concombres, courges, roses, fraises. Ce sont les plantes qui réagissent le plus spectaculairement. Le potassium favorise un développement floral vigoureux, une bonne nouaison et une résistance accrue aux maladies. Important. L'eau de pelure de banane est un complément, pas un engrais complet. Considérez-le comme un apport ciblé en micronutriments, pendant la floraison et la fructification, à utiliser en complément du compost et des programmes de fertilisation classiques, et non comme un substitut à ces derniers. L'industrie des engrais commerciaux vend des stimulateurs de floraison à haute teneur, en potassium, à 15, 20 et 30 $ la bouteille. Votre plan de travail vous offre le même résultat gratuitement chaque semaine, simplement en prenant votre petit déjeuner. Voilà à quoi ressemble concrètement la souveraineté alimentaire. 6e entrée. Riz fermenté. Eau comme microboost. Celle-ci remonte à des milliers d'années et provient d'une région du monde qui a compris l'importance de la santé des sols, bien avant que l'agriculture occidentale n'ait un mot pour la désigner. Dans l'agriculture traditionnelle coréenne et dans les pratiques agricoles japonaises anciennes, les liquides fermentés à base de déchets alimentaires et d'eau de lavage de céréales étaient régulièrement utilisés pour inoculer le sol avec une vie microbienne bénéfique. Il ne s'agissait pas de superstition populaire. Il s'agissait d'une compréhension sophistiquée de l'écosystème invisible qui régit la croissance des plantes. L'eau de riz fermentée est l'une des versions les plus simples de cette pratique. Voici comment ça fonctionne.
Lorsqu'on rince du riz cru, l'eau devient trouble. Cette turbidité est due à l'amidon, au sucre et à une population naturelle de bactéries lactobacilles. Les mêmes bactéries bénéfiques que l'on trouve dans le yaourt et la choucroute. Laissez reposer cette eau, légèrement recouverte, pendant 1 ou 2 jours à température ambiante, et ces bactéries se multiplieront de façon spectaculaire. Vous disposez maintenant d'un inoculant microbien. Diluez-le à raison d'une part d'eau de riz fermentée pour 10 parts d'eau fraîche et utilisez cette solution pour arroser vos plantes, ou versez-la autour des plantes en pot ou des plates-bandes fatiguées. Les bactéries que vous introduisez entrent en compétition avec les agents pathogènes nocifs, contribuent à la décomposition de la matière organique et produisent des composés que les plantes peuvent absorber. C'est comme donner un probiotique à votre sol. Quelques mises en garde importantes. Ne l'utilisez pas tous les jours. Les liquides fermentés peuvent perturber l'équilibre du sol en cas d'application excessive. Ils peuvent aussi sentir. C'est le processus de fermentation qui est à l'œuvre, et les applications concentrées peuvent parfois attirer les nuisibles. Utilisez-le 1 ou 2 fois par semaine maximum. Bien dilué. Cette astuce a disparu du jardinage occidental lorsque nous avons décidé que la science signifiait chimie de synthèse. Mais les microbes étaient là depuis tout ce temps. Nous avons tout simplement arrêté de les nourrir. Entrée 7. Déchets végétaux. Le digestat comme amendement de sol fait maison. Et si vous pouviez restituer au sol les nutriments de chaque légume que vous mangez? Ce n'est pas une hypothèse. C'est exactement ce que fait cette astuce. Le digestat de déchets végétaux, parfois appelé jus de plante fermenté dans l'agriculture naturelle coréenne, est le liquide obtenu lorsque l'on laisse les déchets végétaux se décomposer de manière contrôlée. Les nutriments emprisonnés dans ces déchets sont libérés dans l'eau, qui devient alors un engrais liquide doux et biodisponible. La méthode traditionnelle consiste à hacher les épluchures, les pelures, les feuilles, les tiges, tout ce qui provient du jardin ou de la cuisine et qui est d'origine végétale, et à les mettre dans un récipient avec de l'eau. Laissez reposer plusieurs jours en remuant de temps en temps. Filtrez les matières solides et diluez fortement le liquide avant de l'appliquer autour de la base des plantes. Le mot-clé est « fortement ». Ce produit est concentré. Diluez-le jusqu'à obtenir une consistance d'eau très légèrement teintée avant utilisation. Ce que vous réintroduisez, c'est toute une gamme de minéraux, de sucres, d'acides aminés et d'acides organiques qui nourrissent la vie microbienne du sol et restituent les oligo-éléments au cycle du sol. Règles essentielles. N'utilisez que des déchets végétaux propres. Rien de moisi, de gras, de salé, de carné ou de laitier. Ces dispositifs attireront les nuisibles, créeront de mauvaises odeurs et pourraient potentiellement causer plus de mal que de bien. Ici, seuls les légumes et les déchets de cuisine sont autorisés. Les entreprises commerciales d'engrais veulent que vous achetiez leurs produits en bouteille. Mais cette astuce, c'est à ça que ressemblait l'agriculture en circuit fermé avant qu'on ne brise ce circuit. Entrée 8. Nutriments provenant de l'urine diluée. Je sais ce que vous pensez, mais restez avec moi pendant 60 secondes, car cette pratique a une histoire qui remonte à la Rome antique, et la science qui la sous-tend est tout à fait légitime. L'urine est stérile à l'état frais et constitue l'une des sources d'azote, de phosphore et de potassium les plus concentrées et immédiatement biodisponibles dans un contexte d'exploitation agricole domestique. L'azote contenu dans l'urine se présente principalement sous la forme d'uracile, qui se décompose rapidement dans le sol en ammonium. Exactement la forme que les plantes avides d'azote adorent. Les agriculteurs de l'Antiquité le savaient. Les agriculteurs romains l'utilisaient. Les agriculteurs européens du Moyen Âge l'utilisaient. Et les recherches modernes sur cette pratique, qui existe bel et bien, confirment ce que des siècles d'observations empiriques savaient déjà. Voici comment l'utiliser en toute sécurité. Urine fraîche uniquement.
Diluez fortement. Environ 1 part d'urine pour 10 parts d'eau au minimum. Appliquez-le sur le sol à proximité des plantes gourmandes en azote, comme le maïs, les légumes-feuilles, les concombres, les tomates et les courges. Versez-le autour du pied de la plante et non sur les feuilles ou les parties comestibles. Ne pas utiliser sur les semis, les légumes racines ou toute autre culture que vous vous apprêtez à récolter. Ne pas utiliser chez les personnes prenant des médicaments puissants, car les produits pharmaceutiques sont éliminés par l'organisme. Ne pas appliquer en excès. Un excès d'azote brûle les plantes et la forte concentration de sel dans l'urine peut endommager le sol. Cette astuce est tombée dans l'oubli pour des raisons sociales évidentes. Mais des générations d'agriculteurs qui n'avaient pas les moyens d'acheter des engrais ont réussi à y parvenir. Et dans un monde où la souveraineté alimentaire compte, savoir cela constitue un véritable savoir que les véritables agriculteurs ont toujours conservé. Maintenant, si vous trouvez cela utile, rendez-moi un grand service et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres jardiniers prêts à se libérer du système de jardinage industriel et à renouer avec ce qui fonctionne réellement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Cette communauté s'agrandit et j'adorerais vous y accueillir. Continuons, car nous arrivons tout juste au plus puissant. Entrée 9. La méthode du carton pour construire des parterres de jardin instantanés. Voici l'astuce qui permet de transformer un coin d'herbe, de mauvaises herbes et de terre compactée en un potager florissant sans une seule heure de travail éreintant. On appelle cela le paillage en couche, le jardinage en lasagne ou la méthode sans labour. L'ingrédient principal est du simple carton brun. Voici pourquoi ça fonctionne. Le carton est composé de cellulose. Il se décompose en matière organique. Il bloque complètement la lumière, ce qui étouffe l'herbe et les mauvaises herbes existantes sans avoir à creuser ni à utiliser d'herbicides. Et en se décomposant, il nourrit les vers de terre qui creusent des galeries à travers lui. Aérez et inoculez votre nouveau parterre de jardin avec exactement l'activité biologique souhaitée. La demande traditionnelle de concession de ferme. Déposez un carton brun uni directement sur la zone que vous souhaitez transformer. Superposez les bords d'au moins 15 cm pour empêcher les mauvaises herbes de trouver un espace pour s'infiltrer. Imbibez-le complètement d'eau. Ensuite, étalez le compost, la terre et le paillis par-dessus. 6 minimum. Plus il y en a, mieux c'est. En une seule saison de croissance, le carton étouffe tout ce qui se trouve en dessous. Les vers se mettent au travail et toute la structure s'intègre au sol, prêt à être planté. Retirez tout ruban adhésif ou agrafe du carton avant de l'utiliser. Utilisez uniquement du carton brun uni, sans impression brillante, ni revêtement de cire. Cette méthode ne coûte presque rien. On trouve du carton gratuitement dans tous les supermarchés et chez tous les vendeurs d'électroménagers. On peut fabriquer ce compost à partir des déchets de cuisine dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo. Un nouveau parterre de jardin en une journée, sans bêcher et sans utiliser de produits chimiques. Voilà l'essence de cette communauté. Article 10. Poudre de curcuma pour la protection des racines. Voilà un objet qui ressemble plus à un porte-épices de cuisine qu'à un outil de jardinage. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que le curcuma fait réellement au niveau chimique. Le curcuma est utilisé en médecine ayurvédique depuis plus de 3000 ans comme agent antimicrobien, anti-inflammatoire et cicatrisant. Le composé actif, la curcumine, a fait l'objet de milliers d'études modernes confirmant ce que les anciens guérisseurs indiens savaient par expérience. Mais quel rapport avec votre jardin? Lorsque vous transplantez, divisez des bulbes ou des rhizomes, propagez des boutures ou sauvez des plantes stressées, vous créez des blessures dans les tissus végétaux. Les surfaces coupées constituent des points d'entrée pour les champignons et les agents pathogènes du sol. De même que le curcuma appliqué sur une plaie humaine réduit le risque d'infection,
Une légère application de poudre de curcuma sur les plaies des plantes et les surfaces des racines coupées produit le même effet. Dans certaines régions d'Asie du Sud et du Moyen-Orient, la pratique traditionnelle consiste à utiliser du curcuma et d'autres poudres d'épices sur les supports végétaux et les surfaces de coupe précisément dans ce but. Voici comment l'utiliser. Lors de la division des Dallas, Canis, Hostas ou de toute plante Rhyométus, ou lors de la taille des racines avant la transplantation, saupoudrez très légèrement les surfaces coupées de poudre de curcuma avant de replanter. La curcumine crée une barrière antimicrobienne pendant que les tissus commencent à cicatriser. Utilisez une légère pression. Une trop grande quantité de poudre à l'extrémité des racines peut en fait entraver le contact entre la racine et le sol, ralentissant ainsi son implantation. L'industrie pharmaceutique facture un prix conséquent pour des poudres antifongiques synthétiques conçues précisément à cet effet. Votre placard à épices contenait déjà une version de ce produit qui vous attendait depuis tout ce temps. Entrée 11. Engrais liquides à base de consoude. Nous abordons maintenant un sujet que les producteurs bio sérieux connaissent depuis des décennies, mais dont les chaînes de jardinage grand public ne parlent toujours pas en détail. Engrais liquide à base de consoude, parfois appelé thé de consoude. Bien que son odeur ne vous rappellera rien que vous ayez envie de boire, c'est l'un des engrais végétaux faits maison les plus puissants que vous puissiez préparer. La consoude, Symphum, possède des racines qui s'enfoncent extraordinairement profondément dans le sol, parfois jusqu'à 1,80 ou plus. Ces racines puisent des minéraux et des nutriments dans des couches que la plupart des plantes de jardin ne peuvent jamais atteindre. Potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, azote. Lorsque vous récoltez les feuilles et les laissez se décomposer dans l'eau, tous ces nutriments mineurs sont libérés dans le liquide. Le résultat est un engrais liquide organique concentré et équilibré, qui ne coûte rien et surpasse la plupart des alternatives commerciales. Voici comment procéder. Remplissez un seau de feuilles de consoude fraîche. Recouvrir d'eau, lester les feuilles pour qu'elles restent immergées. Couvrir légèrement et laisser reposer pendant 3 à 6 semaines. Le liquide obtenu sera foncé, presque noir, et dégagera une odeur épouvantable. Cette odeur signifie que ça fonctionne. Filtrez le liquide. Diluez fortement. Au moins une part de liquide de consoude pour 15 à 20 parts d'eau. Versez-le ensuite au pied des plantes gourmandes en nutriments. Tomates, poivrons, concombres, courges, rosiers, framboisiers. Évitez d'en éclabousser les feuilles comestibles. Appliquez uniquement sur le sol. Henry Doubleday, fondateur de l'une des plus importantes organisations de recherche en jardinage biologique de l'histoire britannique, fut l'un des plus fervents défenseurs d'Humphrey. Il avait compris il y a un siècle ce que nous commençons seulement à redécouvrir, que l'engrais le plus puissant au monde pourrait bien être une plante que l'on peut cultiver gratuitement dans un coin de sa propriété. Entrée 12. Eau à l'aspirine pour la réponse des plantes au stress. Cet ouvrage fait le lien entre le monde de la sagesse populaire et la biologie végétale de pointe d'une manière qui rend la connexion entre la médecine par les plantes et la médecine humaine presque poétique. L'aspirine, acide salicylique de synthèse, est le même composé que celui contenu dans l'écorce de saule, que les prairies produisent naturellement et que les plantes utilisent dans le cadre de leurs systèmes internes de défense et de signalisation. Voici ce qui est fascinant. Lorsque les plantes sont attaquées par des insectes, des agents pathogènes, la sécheresse ou un stress environnemental, elles produisent de l'acide salicylique comme signal d'alarme interne. Cela déclenche un processus appelé résistance systémique acquise, activant essentiellement le système immunitaire de la plante dans toute sa structure. Lorsque vous dissolvez un comprimé d'aspirine simple dans de l'eau et que vous l'appliquez légèrement sur des plantes stressées, vous leur administrez une dose externe de leur propre signal de défense naturelle. Vous signalez à la plante, à travers son organisme, que quelque chose se prépare.
préparez-vous. Des recherches ont confirmé que les traitements à l'acide salicylique peuvent préparer les plantes à mieux résister au stress, les aider à se remettre du choc de la transplantation et améliorer leur résistance à certains agents pathogènes. Un comprimé d'aspirine non codé dissous dans un gallon d'eau. Appliquez-le en arrosage léger du sol ou en brumisation foliaire diluée sur les plantes stressées, celles qui souffrent du choc de la transplantation, du stress hydrique, de la pression des ravageurs ou des maladies. Utilisez-le occasionnellement, pas comme une routine régulière. Il s'agit d'un déclencheur de réponse au stress et non d'un engrais. L'industrie pharmaceutique facture l'aspirine à un prix exorbitant, car elle a synthétisé ce que la nature a inventé. Votre jardin peut utiliser la version naturelle ou la version synthétique à quelques centimes par traitement pour activer ce pourquoi les plantes sont déjà conçues. Entrée 13. Cannelle sur les semis. S'il y a bien une chose qui tue plus de jeunes plants que tout autre, c'est la fonte des semis. La fonte des semis est une maladie fongique. Il s'agit en fait d'un groupe de maladies fongiques apparentées qui attaquent les jeunes plants au niveau du sol, les faisant se pincer, s'affaisser et mourir du jour au lendemain. Vous pouvez tout faire correctement. Un mélange parfait pour les semis, et pourtant, la fonte des semis frappe et décime la moitié de vos jeunes plants en 48 heures. Depuis des générations, les personnes expérimentées en semis connaissent une solution simple: la cannelle. La cannelle contient des composés, principalement du cinémaldehyde, aux propriétés antifongiques documentées. Saupoudrez légèrement sur la surface du sol autour des jeunes plants. Elle crée une barrière antifongique précisément au point d'attaque de la fonte des semis, à la jonction entre la tige du plant et le sol. Cela ne guérit pas le dépérissement des feuilles une fois qu'il a commencé. La fenêtre de prévention correspond au moment où vous l'appliquez. Avant que la maladie n'arrive, voici comment l'utiliser. Une fois vos semis levés, saupoudrez une très fine couche de cannelle moulue à la surface du sol, autour de la base des tiges. Ne pas enduire les jeunes plants eux-mêmes, seulement la surface du sol où le champignon risque d'attaquer. Réappliquez légèrement après l'arrosage. Ça sent merveilleusement bon. Cela ne coûte presque rien et a permis à des générations de jeunes plants de ne pas perdre les semis qu'ils avaient attendus des semaines pour faire pousser. L'amortissement des feuilles est un véritable problème. Il en va de même pour la perte d'un plateau entier de tomates ou de poivrons que vous avez semés en février. La cannelle est la solution qui se trouvait dans votre placard à épices depuis tout ce temps. Entrée 14. Sel d'Epsom pour les plantes avides de magnésium. Voici une méthode qui s'est réellement imposée dans le jardinage traditionnel, mais la plupart des gens qui l'utilisent ne comprennent pas son fonctionnement, ni pourquoi elle fonctionne. Le sel d'Epsom est du sulfate de magnésium, et non du sel de sodium, du magnésium. Le magnésium est l'un des atomes centraux de la molécule de chlorophylle, la machine biologique qui capte la lumière du soleil et la transforme en énergie qui stimule la croissance des plantes. Pas de magnésium, pas de chlorophylle, pas de chlorophylle, pas de photosynthèse, pas de photosynthèse, pas de plantes. Lorsque vous observez un jaunissement entre les nervures des feuilles, de tomates, de poivrons ou de roses sur des plantes par ailleurs saines, en commençant par les feuilles les plus anciennes, il s'agit souvent d'une carence en magnésium, et c'est l'une des carences nutritionnelles les plus faciles à corriger au jardin. Le sel d'Epsom est la solution traditionnelle, peu coûteuse et très efficace. Dissolvez une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans un gallon d'eau et arrosez vos plantes avec cette solution ou appliquez-la comme pulvérisation foliaire. Le magnésium est rapidement absorbé par les racines lors d'une application au sol ou par les feuilles lors d'une pulvérisation foliaire. Les tomates, les poivrons et les roses sont les candidats classiques. Ce sont des plantes gourmandes qui épuisent rapidement le magnésium du sol, surtout en pot ou dans les sols sableux. N'utilisez pas ce traitement de façon systématique pour toutes les plantes.
Un excès de magnésium peut perturber l'absorption du calcium. Utilisez-le lorsque vous constatez des symptômes de carence ou comme apport supplémentaire saisonnier pour les animaux connus pour être de gros consommateurs de nourriture. Celui-ci a fait ses preuves, est largement disponible et ne coûte presque rien, ce qui explique précisément pourquoi les entreprises spécialisées dans les engrais essaient de vous vendre du magnésium en bouteille à 25 $ sous différentes marques. Le sachet générique de sel d'Epsom, que l'on trouve dans n'importe quelle pharmacie, fait la même chose pour un prix bien inférieur. Entrée 15. Tonique racinaire à base d'eau de saule. Il s'agit peut-être de la plus ancienne astuce de toute cette liste, et la science qui la sous-tend est véritablement magnifique. Les saules sont associés à la guérison et à la croissance depuis aussi longtemps que les humains ont consigné leur relation avec les plantes. L'écorce de saule nous a fourni l'acide salicylique, base de l'aspirine, et les anciens utilisaient des préparations à base de saule contre la douleur et la fièvre bien avant de posséder la moindre explication chimique quant à leur efficacité. Mais le saule possède une autre propriété qui le rend extraordinaire pour les jardiniers. Acide indolabouti ou IBA. L'IBA est l'une des principales hormones d'enracinement. C'est l'ingrédient actif des poudres et gels d'enracinement commerciaux. Ces produits sont vendus dans des contenants orange et vert dans toutes les jardineries. Et le saule en produit naturellement en abondance, notamment dans ses jeunes branches en pleine croissance. Lorsque vous faites tremper de jeunes branches de saule dans l'eau pendant 24 à 48 heures, la IB et l'acide salicylique se dissolvent dans l'eau. Cette eau devient alors un tonique naturel pour les racines. Voici comment l'utiliser. Récoltez de jeunes branches de saule verte, en prenant soin de choisir les extrémités souples et en pleine croissance. Découpez-les en petits morceaux. Faites-les tremper dans l'eau pendant 1 à 2 jours. Utilisez cette eau pour pré-tremper vos boutures avant de les planter ou pour les arroser après les avoir plantées dans votre substrat de propagation. Cela ne fonctionnera pas aussi efficacement que les hormones de bouturage commercial concentrées sur les plantes difficiles à enraciner. Mais pour la plupart des boutures, l'eau de saule offre un véritable coup de pouce gratuit, grâce à un arbre qui pousse presque partout dans les régions tempérées du monde. Les producteurs de plantes se transmettent ce truc de génération en génération parce qu'il fonctionne. On dirait de la magie ancestrale des jardins. C'est une magie ancestrale des jardins, désormais soutenue par la chimie. Entrée 16. Jeune plant de camomille. La camomille en spray est réputée pour aider les personnes anxieuses à se détendre et à dormir, mais bien avant que cela ne devienne un rituel du coucher. C'était un médicament de jardin utilisé spécifiquement pour protéger les jeunes plants vulnérables des mêmes menaces fongiques dont nous avons parlé avec la cannelle. La camomille contient des composés, dont le babol et l'épigénine, dotés de véritables propriétés antifongiques. Les jardiniers européens traditionnels appelaient la camomille le médecin des plantes et la plantaient près des plantes en difficulté pour améliorer leur santé. Certains jardiniers d'antan juraient que la tisane de camomille appliquée aux jeunes plants les protégeait comme une mère attentive protège ses jeunes enfants, avec douceur, constance et efficacité. Les herboristes modernes l'utilisent précisément à cette fin depuis des générations, et l'activité antifongique des extraits de camomille a été confirmée en laboratoire. Voici comment l'utiliser en pépinière. Préparez une infusion légère à la camomille, 2 ou 3 sachets de thé dans 1 litre d'eau, ou 1 cuillère à soupe de fleurs de camomille séchées. Laissez refroidir complètement. Filtrez-le. Versez-le dans un vaporisateur et vaporisez légèrement les jeunes semis. Ce n'est pas un remède, c'est de la prévention. Un traitement protecteur doux pour les plantes délicates à leur stade le plus vulnérable. Appliquez-le tous les 2 ou 3 jours lorsque les semis sont jeunes. Arrêtez une fois qu'elles sont bien établies et qu'elles connaissent une croissance réelle. La tisane de camomille ne coûte presque rien et ne présente aucun risque pour vos jeunes plants lorsqu'elle est utilisée correctement.
On ne peut pas en dire autant des fongicides de synthèse, qui peuvent endommager les tissus délicats des jeunes plants et contaminer la biologie du sol que vous essayez de développer. Des médicaments doux pour des vies fragiles. Voilà en quoi consiste cette astuce. Entrée 17. Engrais pour eau d'aquarium. Avec le recul, c'est tellement évident qu'il est presque gênant que si peu de jardiniers le sachent. Si vous possédez un aquarium d'eau douce, vous avez actuellement un système d'engrais liquide qui fonctionne dans votre salon. L'eau d'un aquarium contient des déchets de poissons sous forme d'ammoniac et de nitrate, les mêmes composés azotés que les engrais synthétiques, ainsi que des oligo-éléments, des bactéries bénéfiques et de petites quantités de matières organiques. Il s'agit essentiellement d'un engrais à base d'émulsion de poissons dilués, produit en continu et automatiquement par vos poissons. Les systèmes agricoles aquaponiques, utilisés sous diverses formes depuis l'Antiquité en Chine et en Amérique du Nord, reposent entièrement sur ce principe. Les poissons produisent des déchets. Les déchets nourrissent les plantes. Les plantes filtrent l'eau pour les poissons. Un système en circuit fermé qui fonctionne, car les déchets de poissons et les nutriments pour les plantes sont biologiquement compatibles. À chaque changement d'eau de votre aquarium, ce dont les aquariums sains ont besoin régulièrement, vous avez le choix. Jetez cette eau dans l'évier ou arrosez vos plantes. Utilisez directement l'eau usagée de l'aquarium pour arroser les plantes d'extérieur ou les parterres de jardin. Les plantes d'intérieur qui ont besoin d'engrais réagiront également bien. Il est suffisamment dilué pour être appliqué sans dilution supplémentaire. Important! Utilisez uniquement de l'eau douce pour aquarium. L'eau salée d'un aquarium contient des concentrations de sel qui endommageront vos plantes et le sol. Voici la définition d'un système d'autosuffisance en circuit fermé. Vos poissons nourrissent votre jardin. Votre jardin prospère, votre table de cuisine en profite. Rien ne se perd. Entrée 18. Microstimulation du sol à base de mélasse. Cette astuce est utilisée par certains des producteurs biologiques les plus sophistiqués au monde. C'est également totalement gratuit si vous avez déjà de la mélasse dans votre cuisine. Et cela ne coûte presque rien, même si vous n'en avez pas. La mélasse noire non sulfurée est riche en sucre rapidement assimilable, en fer, en calcium, en magnésium, en potassium et en oligo-éléments. Lorsque vous dissolvez une petite quantité dans l'eau et l'appliquez au sol, ces sucres servent de source de nourriture immédiate pour les bactéries et les champignons bénéfiques présents dans votre écosystème du sol. Imaginez que c'est comme alimenter un feu. Le microbiome de votre sol, c'est le feu. La mélasse sert de carburant. Lorsque la population microbienne explose en réponse à cet apport de sucre, son activité métabolique augmente de façon spectaculaire. Et le sous-produit de toute cette activité microbienne est une augmentation du cycle des nutriments, une amélioration de la structure du sol et une plus grande disponibilité des minéraux dont vos plantes ont besoin. C'est particulièrement précieux dans les sols appauvris. Un sol qui a été cultivé de manière intensive, appauvri en matière organique, ou qui peine à soutenir une croissance végétale vigoureuse. Voici comment l'utiliser. 1 à 2 cuillères à soupe de mélasse non raffinée dissoute dans un gallon d'eau. Appliquez-le sur la terre autour des plantes, et non sur les feuilles. Utilisez-le toutes les 2 à 4 semaines pendant la saison de croissance. Il est impératif d'utiliser uniquement de la mélasse non sulfurée. La mélasse sulfurée contient des conservateurs qui tueront précisément les microbes que vous essayez de nourrir. Les entreprises spécialisées dans les engrais biologiques commerciaux vendent désormais des produits stimulants microbiens à des prix impressionnants. L'ingrédient actif de nombre d'entre eux est essentiellement un aliment à base de carbone pour les microbes. La mélasse, c'est ça, débarrassée du marketing et de son prix. Entrée 19. Poudre de calcium de coquilles d'œufs broyées. La plupart des jardiniers gaspillent chaque année des milliers de dollars d'engrais calciques. Ils appellent ça le petit déjeuner. Les coquilles d'œufs
sont composés à environ 95% de carbonate de calcium. Le calcium est l'un des nutriments structuraux les plus importants en biologie végétale. Essentiel pour la formation de la paroi cellulaire, le développement de l'extrémité des racines et la prévention des troubles liés à une carence en calcium, comme la floraison et la pourriture chez les tomates et la brûlure des pointes chez la laitue. Les engrais calciques commerciaux, la chaux, le gypse et le nitrate de calcium sont des produits de base dans les magasins de fournitures agricoles. Votre cuisine produit gratuitement un équivalent chaque matin, à chaque œuf que vous cassez. Le secret, c'est la préparation. Il faut des années pour que les coquilles d'œufs crus se décomposent dans le sol, et le calcium n'est pas significativement disponible pour les plantes pendant ce laps de temps. Vous devez d'abord les traiter. Voici la méthode correcte. Gardez vos coquilles d'œufs. Faites-les cuire au four à 200 à 250 degrés poêle pendant environ 30 minutes pour les sécher complètement et neutraliser toute trace de protéines d'œufs. Ensuite, broyez-les dans un mixeur, un moulin à café ou un mortier et un pilon jusqu'à obtenir la poudre la plus fine possible. Plus la poudre est fine, plus la surface exposée est grande, et plus le calcium devient rapidement disponible pour le sol et les plantes. Mélangez cette poudre à votre compost, incorporez-la à la terre de votre jardin ou ajoutez-la aux trous de transplantation des tomates et des poivrons. Au fil du temps, à mesure que la poudre se décompose, elle libère lentement du calcium et contribue également à ajuster le pH des sols trop acides pour le ramener à un pH neutre. Il s'agit de recycler les déchets de cuisine et de fertiliser les sols avec précision. Le tout en une seule habitude simple. Rien n'est jeté. Tout alimente le système. Voilà l'esprit de la vie à la ferme dans ce qu'il a de plus concret. Article 20. Gel d'enracinement à l'aloe vera. Et nous voici au numéro 20. Celui que j'ai gardé pour la fin, car il représente quelque chose d'important. Les produits chimiques de jardinage les plus sophistiqués à votre disposition se trouvent peut-être déjà sur le rebord de votre fenêtre. Aloe vera. La réputation médicinale de l'aloe s'étend sur des milliers d'années et de cultures. Égyptienne, grecque, chinoise, ayurvédique, amérindienne. Il était utilisé pour traiter les brûlures, les plaies, les inflammations et la peau sèche. Les médecins du Moyen Âge l'appelaient le guérisseur silencieux. Les recherches modernes ont confirmé ses propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, cicatrisantes et de réparation cellulaire. Mais voici ce que la plupart des jardiniers ignorent. Le gel d'aloès contient des composés réellement utiles à la multiplication des plantes. Le gel contient de l'acide salicylique, dont nous avons déjà parlé comme agent de défense des plantes. Elle contient des auxines, des hormones végétales naturelles qui comprennent des hormones d'enracinement. Il contient des enzymes aux propriétés antimicrobiennes et des polysaccharides qui aident à protéger les surfaces de coupe contre l'infection pendant la formation des premiers tissus racinaires. Les gels d'enracinement commerciaux, ces produits vendus en petits contenants pour l'enracinement des boutures, sont souvent à base d'aloès ou inspirés de l'aloès. La plante est arrivée en premier. Voici comment l'utiliser. Prenez une feuille d'aloès fraîche et ouvrez-la en deux. Prélevez le gel transparent. Trempez l'extrémité coupée de vos boutures directement dans le gel frais avant de les placer dans votre substrat de propagation ou mélangez une petite quantité de gel à votre eau d'enracinement. Il est particulièrement efficace sur les boutures d'herbes aromatiques moyennement faciles à enraciner. Les plantes vivaces à tiges souples, la plupart des plantes d'intérieur et de nombreux légumes. Pour les plantes ligneuses difficiles à enraciner, combinez-le avec de l'eau de saule pour un système racinaire naturel plus robuste. Le gel d'aloe vera frais est plus efficace que le gel transformé. Utilisez-le immédiatement après avoir coupé la feuille. Voici ce qui fait de ceci la conclusion parfaite de notre liste. L'aloès est la plante aux multiples vertus. Elle soigne les blessures humaines et végétales grâce à la même chimie.
Il soutient le système immunitaire humain et stimule le système immunitaire des plantes. Il contient des hormones d'enracinement pour les plantes et des composés anti-inflammatoires pour les humains. La nature a créé cette plante comme médicament. Nous ne cessons de découvrir de nouvelles choses dont il est capable. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur de la sagesse horticole oubliée, faites-moi plaisir et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet véritablement à cette chaîne de toucher davantage de personnes qui en ont assez de dépendre des intrants industriels et qui sont prêtes à cultiver leurs propres aliments comme le faisaient nos ancêtres, avec des connaissances et non seulement avec de l'argent. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle astuce vous allez essayer en premier. Vous comptez passer directement à l'infusion de consoude, en commençant par la cannelle sur vos semis? Vous allez essayer l'eau de saule pour la première fois? Je lis tous les commentaires et j'apprécie sincèrement les retours de cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur le jardinage, la santé naturelle, l'autosuffisance et la sagesse ancestrale que le monde moderne s'efforce de vous faire oublier. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, allez faire pousser quelque chose.